C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir avec nous ce soir encore avec nos invités pour apprendre encore, pour nous construire individuellement et aider ce pays à grandir. Une autre journée de travail, chers amis, qui s'achève et pour vous aider à la boucler en beauté, c'est le grand rendez-vous, ce programme de télévision que nous vous offrons. Le temps pour nous d'aller chercher nos invités et de les faire venir dans ce studio. Nous, on regarde le temps qu'il va faire demain. Et c'était bien là la météo, le temps qu'il fera demain. Demain, jeudi, en tout cas, ce temps, il reste pluvieux depuis quelques jours. Et c'est d'ailleurs la période. Les pluies riment avec agriculture. Et pour mieux produire, avoir de bons rendements, c'est d'avoir donc zéro attaque d'insectes. Mais est-ce que ces insectes réellement causent une menace à la sécurité alimentaire? C'est ce que nous allons essayer de découvrir, de savoir avec Marcel Betoro et son invité dans la rubrique Monde agricole. Nature et bien-être de Yasmine Damata nous offre aujourd'hui l'opportunité de découvrir les apports nutritifs du tubercule que nous appelons ici, en tout cas, dans la partie méridionale du pays, le lait. Quels sont donc les apports nutritifs du lait? L'igname jaune, on le saura d'un moment à l'autre. Avec Alex Balogun, notre coach motivateur, dans la rubrique Expert, on ira découvrir si donc la création de la richesse est une porte ouverte à tout le monde. En tout cas, pour les petits échanges que nous avons eus avec Alex Balogun, c'est que réellement tout le monde peut avoir de la richesse, peut facilement créer de la richesse. Et puis, Fulgencia Rontondi, dans Autant Savoir, nous offre l'occasion de découvrir la métrologie, mais puisque le constat, il est là, dans les marchés, les bonnes dames, ces bons messieurs parfois grugent les clients en utilisant mal certains outils de mesure. On en parle aujourd'hui. Voilà pour les sujets à débattre autour de cette table. Le journal sera aussi au rendez-vous et ce soir, c'est Nadège Sonic qui nous fait l'honneur de nous présenter les titres d'abord. Nadège, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamat Agbataou. Dans cette édition du soir, on s'intéresse à la Journée mondiale de la biodiversité. Elle est célébrée le 22 mai de chaque année et est une occasion saisie pour sensibiliser sur la protection de la biodiversité et des espèces menacées.
Toujours en environnement, les experts béninois réfléchissent à l'élaboration d'un document sur la résilience climatique. Vous aurez le compte-rendu de cette séance de travail dans le 1945. Autre information dans ce 1945, un chercheur scientifique nous parlera de l'impact que pourrait avoir la vulgarisation des recherches sur le développement. Nadège, merci beaucoup à vous. On vous retrouve tout à l'heure, n'est-ce pas, pour le développement? Bien sûr, Karamat, 19h45. Le rendez-vous est donc pris, en tout cas pour vous qui êtes déjà là, qui avez pris l'envol avec nous, restez puisque nous avons de très bons sujets pour vous. Nature et bien-être, monde agricole, autant savoir et puis espère. Tout de suite, c'est la toute première rubrique, le premier panel, le monde agricole. Nous avons tous suivi cette actualité. L'année passée, l'attaque des insectes ravageurs sur les champs de maïs avec d'énormes dégâts. En tout cas, ce n'est pas vraiment ce qui fait aujourd'hui l'actualité. L'actualité, c'est que les producteurs sont formés justement à faire face désormais face aux attaques de ces insectes qui menace, il faut le reconnaître, la sécurité alimentaire de nos populations. En tout cas, on en parle avec un docteur en agronomie. Le temps de l'installer, nous allons ensemble suivre cet élément de Marchel sur le maïs. Le maïs constitue l'une des principales cultures vivrières au Bénin. Depuis quelques années, cette culture est menacée par une espèce de chenille légionnaire. Ces insectes détruisent progressivement les jeunes plants de maïs qui deviennent moins productifs. Ce nouveau ravageur est véritablement redoutable parce que la femelle est capable de voler 100 km en une seule nuit. Et en un temps record, toute une région peut être véritablement affectée. Alors, la femelle pond généralement des amas d'œufs sur les plantes. De ces œufs vont éclore de nouvelles larves qui vont créer, de par leur alimentation sur les feuilles, des dégâts de ce type. Et puis progressivement, la larve va migrer au cœur de la plante et va détruire les organes de reproduction de cette plante. Donc au bout d'une semaine, si rien n'est fait, le champ peut être complètement dévasté. Trouver une solution adéquate pour lutter efficacement contre ces chenilles serait la meilleure option pour faciliter la culture du maïs au Bénin. Il est important que nous trouvions des approches qui soient durables, qui soient compatibles à l'environnement. Dans le contexte actuel des changements climatiques, il nous faut véritablement travailler de commun accord avec les producteurs et tous les autres acteurs au niveau national comme international pour pouvoir accroître le niveau de sensibilisation et pour pouvoir également faciliter l'adoption de nouvelles technologies par les producteurs. La commercialisation du maïs représente une source financière importante dans le secteur agricole. Veiller à la bonne productivité du maïs serait un atout favorable pour l'économie béninoise. Sur le plan économique, cet insecte est véritablement important et mérite une attention particulière par tous les acteurs du monde agricole parce que le maïs est une céréale importante et si cette céréale est menacée, cela veut dire que la sécurité alimentaire de dizaines de millions de populations est véritablement menacée, non seulement au Bénin, mais au niveau du continent africain. Selon les estimations de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB, les chenilles ont causé des dégâts sur plus de 39 540 hectares de culture de maïs en 2016. En 2017, un projet sur la stratégie de développement du secteur agricole 2017-2025 avait été lancé pour renforcer les capacités des populations vulnérables.
Bonsoir à vous, Marcel. Bonsoir, Karamata Agbetaou. Oui, comment vous allez? Très bien, merci. Un bon sujet quand même, il faut le reconnaître, parce qu'il faut produire pour qu'on puisse consommer. Et tout le monde consomme tous les jours. Exactement. Une chose est sûre, c'est que la menace est encore là. Ces insectes ravageurs existent toujours. Donc, c'est possible qu'on l'ait encore pour cette période de production, pour cette période de semences qui a démarré déjà. Si les producteurs ne font pas du tout attention, ils sont encore dérangés par ces insectes-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a des producteurs, certains producteurs en tout cas, qui reçoivent une formation là-dessus. Merci d'avoir fait venir votre invité, notre invité sur le grand rendez-vous, le docteur en agronomie. Je me prive, je me garde de prononcer le nom. Je vous laisse le présenter, Marcel. Voilà. Exactement. Comment allez-vous? Merci bien pour votre invitation, je vais très bien. Merci aussi. Je rappelle que vous êtes chercheur, agronome, docteur surtout. Et avec vous, nous allons justement parler de ces insectes ravageurs. On dit qu'ils constituent une menace pour la sécurité alimentaire. Mais d'abord, on va faire un petit état des lieux de ces insectes au Bénin. Est-ce que la lutte contre ces insectes a atteint un niveau où on peut dire, bon, on peut maintenant espérer quelque chose, ou bien on est toujours encore à l'étape embryonnaire? Pour l'instant, c'est une espèce qui est apparue il y a très peu d'années, où les choses se mettent en place. La première réaction vis-à-vis de cet insecte exceptionnel a été des mesures d'urgence qui se sont traduites en premier lieu par l'application d'insecticides. Mais nous savons que cet insecte est toujours encore le problème numéro 1 au niveau mondial. J'ai lu une publication de 2019 et qui indique clairement que pour la production du maïs, la légionnaire d'automne est toujours encore l'insecte le plus important. Cet insecte a été le plus important en termes de dégâts. En termes de dégâts, exactement. Et qui vient, si on considère toutes les contraintes de production, qui vient en second rang après certaines maladies, le fusarium par exemple sur le maïs. D'accord. Alors cet insecte a été introduit en Afrique et je profite de cette occasion pour souligner qu'il faut des structures pour faire de la surveillance sur les espèces invasives. Elles sont très peu nombreuses encore en Afrique de l'Ouest et aussi ailleurs sur le continent. Et l'ITA a joué son rôle dans ce cas et c'est pour la 6e fois que nous signalions la présence d'insectes qui ont été introduits sur le continent. C'est que la menace est là, les insectes sont toujours là et vous y veillez même à former les producteurs pour quand même réduire ou prévenir une quelconque attaque encore sur les productions, n'est-ce pas? Le problème avec cet insecte qui est très particulier, c'est qu'il a une grande capacité de reproduction et arrive à une performance de vol exceptionnelle. En l'espace de 2 ans, cette espèce a colonisé l'Afrique entière. Wow. Le problème chez le producteur, c'est qu'il s'aperçoit que sa production est mise à péril lorsqu'il est déjà trop tard. Okay. Ce qu'il faut, c'est beaucoup de vulgarisation, mettre le point dessus, de détecter à un stade précoce la présence de ce ravageur et de commencer à traiter. À partir du 3e stade de larvaire, la chenille pénètre dans le verticille et donc protégée par la plante, et toute mesure qui s'ensuit, elle ne sert pas à grand-chose puisque elle est entièrement protégée, elle est confinée à l'intérieur de la plante, et si on applique des insecticides, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Mais déjà, comment détecter la présence de ces insectes ravageurs? Alors, il faut naturellement être présent sur le terrain à des intervalles réguliers. Pour ceci, l'ITA a développé une application qui guide le producteur pas à pas comment procéder pour détecter la présence de ce ravageur, et ensuite des conseils sont émis. Mais l'ITA n'est pas seul à avoir travaillé sur ce... Il y a l'INRAB aussi, l'Institut national de recherche agricole. Exactement. L'INRAB a procédé à des tests de pulvérisation avec des produits différents et a publié ces résultats avec des informations très intéressantes. Et dans ce cas, je peux citer que le Bénin est parmi les peu de pays dans la sous-région qui produit un insecticide naturel à base de Nîmes qui montre des effets très performants.
Le Bénin est en état de produire 900 000 litres par année, donc la capacité est là. Ce produit est en fait pas un vrai poison, c'est plutôt une hormone qui empêche l'insecte de croître, de muer. Et aussi, elle est répulsive vis-à-vis des plantes qui sont pulvérisées. Alors, ce que moi je veux savoir, quand on parle de ces insectes, il n'y a pas que les cultures vivrières, il y a également les fruits. Par exemple, nous sommes en période de mangue et nous savons très bien que les mangues sont dérangées par des chenilles aussi. Est-ce que c'est... Des mouches de fruits. Des mouches de fruits. D'accord. Oui. Aussi une autre espèce invasive qui a été signalée par l'ITA en premier pour l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et est-ce le même traitement pour lutter contre ces insectes, c'est-à-dire ce qu'on applique avec le maïs, le mil, le sorgho? Est-ce la même manière de lutter aussi avec les fruits, par exemple? Non, disons des approches différentes, mais peut-être sur un point, on a quelque chose de commun, c'est la lutte biologique. C'est-à-dire l'utilisation d'insectes bénéfiques pour lutter contre ces ravageurs. Il faut tenir compte que ces insectes qui ont été introduits ont vécu dans des communautés, dans leur aire d'origine, où ils ont eux-mêmes des ennemis naturels. Alors, ce que nous faisons, en principe, c'est d'essayer de rétablir un équilibre tel qu'on le voit dans les aires d'origine. D'accord. Alors, nous savons qu'actuellement, c'est la période des semences et que les producteurs s'attellent massivement pour bien préparer leur champ de production et autres. N'y a-t-il pas des comportements ou des dispositions à prendre déjà pour même prévenir l'arrivée de ces insectes ravageurs? On ne peut pas prévenir l'arrivée. Ces insectes sont sur place et ils attendent des situations propices pour ensuite attaquer ces cultures. Donc ce qu'il faut faire, si je comprends, c'est qu'il faut déjà se préparer à d'éventuelles attaques. Donc on voudrait justement savoir quels sont les premiers actes à poser dès qu'on sent qu'il y a une attaque sur une plante. Qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Le premier geste d'un producteur. Le premier geste, c'est la détection. C'est-à-dire vérifier son champ. Et malheureusement, pour l'instant, il y a un manque de dissémination de l'information. Il faut qu'il fasse ceci à un stade très tôt. Les chenilles qui attaquent sont très petites au départ. Elles sont de l'ordre de 2 mm. Donc il faut un apprentissage pour avoir la capacité de les reconnaître et de reconnaître la bonne chenille. Parce qu'il existe aussi des espèces autochtones qui aussi, elles aussi attaquent le maïs. Mais dans le passé, il n'a pas été nécessaire de traiter le maïs. C'est pour ça que l'habitude de pulvériser sur le maïs n'a pas encore pris place. Et nous pensons qu'il n'y a pas de remède miracle à ce. Mais par contre, nous adoptons une approche de lutte intégrée où un ensemble de mesures peuvent être prises. Donc, en premier lieu, c'est la détection précoce. Nous pouvons avoir la possibilité d'utiliser des pesticides, mais ceux-ci doivent être alternés puisque c'est l'insecte qui, au monde, arrive à créer une résistance le plus rapidement possible. En espace en moyenne de 3 ans, cet insecte est immunisé contre un produit si on l'utilise constamment. Je voudrais savoir, docteur, est-ce que tous les insectes sont vraiment nuisibles? Pas du tout. Nous avons un grand spectre d'insectes qui sont bénéfiques. Pensez aux pollinisateurs. Comme l'abeille. Exactement. C'est pas seulement l'abeille domestique comme nous on la connaît. Il existe aussi un grand nombre de petites abeilles et des mouches qui sont pollinisatrices. D'ailleurs, par exemple, dans les serres en Europe, on utilise des mouches pour polliniser les tomates. Aussi les bourdons qui ne sont pas présents ici en Afrique. Mais et aussi d'autres insectes. Est-ce qu'il est possible de lutter contre les insectes avec d'autres insectes? C'est exactement ce que l'ITA essaie de faire. En rétablissant cet équilibre naturel, on veut atteindre des solutions à long terme où le producteur aura la fonction de surveiller de ce qui se passe et aussi de créer des conditions propices pour que ces ennemis naturels arrivent à exercer leur impact. Et pour ceci, par exemple, si vous utilisez l'huile de Nîmes, qui est donc une hormone et pas un poison, on pourra utiliser les deux en même temps et avoir un effet additif. Il existe aussi d'autres insecticides tels que le BT,
de façon... Est-ce qu'on peut avoir tout ça facilement? Parce que c'est l'inquiétude, c'est la préoccupation des producteurs. Est-ce qu'ils peuvent le faire eux-mêmes facilement? Là aussi, c'est la dissémination de l'information qui va jouer un grand rôle. Je pense les formations, et au niveau national, il y a des efforts qui se créent. Actuellement, nous avons reçu un financement par le gouvernement allemand, la GIZ, et prévu au programme dans 4 pays aussi un volet de formation intensif. Merci beaucoup à vous, docteur Gogen Gyok. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut ITEA. Merci pour tous ces apports-là sur ce sujet. Une chose est sûre, garantir une bonne sécurité alimentaire, c'est aussi et surtout garantir la bonne production de nos cultures vivrières et d'autres produits dans les champs, dans les plantations et autres. Et c'est ce à quoi nous invitons. Protéger, vigilance, c'est la veille. Nous vous souhaitons tout simplement une bonne période. Merci beaucoup, de culture. Marcel Gbetoro. Merci pour ces informations. Merci d'avoir fait venir notre docteur en agronomie. Je vous souhaite bonne suite de travaux avec vos collègues. Restez toujours avec nous pour des informations utiles. Voilà, ils sont donc incontournables. Ils sont présents avec nous. Ils font partie de la biodiversité, de l'écosystème. C'est ravageur. On ne peut pas lutter contre, mais on peut facilement s'adapter. Merci beaucoup. Et du monde agricole, nous allons passer à Nature et Bien-être de Yasmine Damata. J'espère que les insectes n'attaquent pas notre léfé, puisque c'est de ça qu'il va s'agir aujourd'hui, le léfé, qu'on appelle ici léfé en tout cas. L'igname jaune, quelles sont les vertus dont regorge ce tubercule? Nous allons le savoir, mais avant, je vais vous convier à regarder cet élément. Léfé, c'est son nom en langue nationale fon. Igname jaune ou igname de Guinée, ce légume racine originaire de l'Afrique de l'Ouest est consommé au Bénin, mais pas à la portée de toutes les bourses. Ça là, j'achète ça à 200 francs, parce que dans cette période, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, c'est cher. Si je mange ça à peine 200 francs par jour, je prends de l'eau, depuis à table, bon, ça suffit pour la journée. Cultiver le léfé n'est pas donné à tous les agriculteurs. Léfé, nous, et nous, adjolando keketon, et nous, anaïsou, ben, n'habillé, n'a doireton, bon, do deme, bon, à ganji. Sous-en de men, doit une cohérence sous mes nombetito. Dion, nous, et ma gagne keketon, bon, à joindre doigt, et nous, doro à tinko. Ati le cléomé et sin ko eno doro o le fi osin kan na mo tembo fumbla ation de fumbla le ichi gbon bo fun ala gbon mo eno yon pon ro to o me ni ya ka jilo na do bo no na le yon supo ganji o eni ana tian de in pefi de mele ni ya to pefi o eno na gegeton amo ato da ho aso da ho ton to o me o eno na pede e we kaka na blo susan ene abi susan aton mo chobo ena yon ganji alun mewe no be kunkun do o sun o me o sume no be kunkun kanji ai kun ma eji he an to ro ena ya kun ma do hron pede ai kun ma do hron e bo ka ze kozo do pede abi sin kanji bo se sun kan do we le fedi na do ti on fie so gletation ai kun ma do we pataki jija mi ton en tin yen go sin tin yo le fi te vi no yon do ton jonton. Pour Dame Monique, revendeuse de léfé, l'activité nourrit son homme. Ni mi ho eno do ado de le do ko le fie lo bi ade mi se no do ado de no ho se do me o eno do ado di de te vi no do ado do e ba mi no ade bi wa ho gbe mi no wa ji bi mi o se ado le sin o bi sese bono ba lo sin me mo yo kulo ye adi ko te kan ko mo yo kulo bi do mo a chan do ganzen da ho me a blo gan wa ton kan ho ne mo to mo bi mi sin da se do atoji do di so 17 mo kaka bo e na bi e bi o mi no chon do mo
bah on a dormi à cabo 5h du matin mais nous a pas raison d'aro pour nous terre voler demain pour nous baisser ganzé mais pour nous baisser qu'on le raison mais bon pour nous tobi le raison mais le nous va zewa fi de mina sale nous va tolo gang. Au petit déjeuner, au déjeuner ou même au dîner, le léfi n'a pas une heure précise pour être consommé. On le prend donc à plein temps, à n'importe quel moment de la journée. Voilà une très bonne nouvelle. C'est un peu comme le gari, prisé des étudiants et de tout le monde d'ailleurs. Hein. Yasmine Damata. Camarade Agbataou. Bonsoir. Bonsoir. Je vous préfère sans vos lunettes. C'est vrai qu'elles sont optiques, elles sont là pour corriger quelque chose. Mais je vous préfère comme ça puisque vous êtes naturel. Merci. Et comme vous êtes dans nature et bien-être. Alors, allons-y naturellement bien. On va naturellement bien aujourd'hui pour vous découvrir un peu ce que contient le léfé. Je parie que ce tubercule dans d'autres langues s'appellera autrement. En Dendi, en Bariba, en Yoruba, je suis sûre qu'on leur donne un autre nom, n'est-ce pas, Madame Jeanne? Bonsoir à vous. Bonsoir, Madame. Merci de m'avoir invitée ici. Effectivement, dans chaque langue du Bénin ou d'ailleurs, le léfé a son nom particulier. Voilà. Si vous vous adressez au Goun, aux locuteurs du Goun, de la région de Porto Novo, et ils vont vous parler de Srou. Srou. Mais si vous vous adressez au Toli ou Tori comme moi, ils vont vous parler de Khulou. Et si vous vous adressez au Dendi, au Bariba, ils ont leur nom que je ne connais pas. J'aurais aimé aussi le savoir, mais je ne connais pas. Oui, le jour où vous allez inviter un locuteur du Dendi ou du Bariba, ils vont vous le dire. Seulement, ce que je tiens à dire ici, c'est le nom scientifique du léfé. Parce que généralement, on parle de l'igname jaune. Mais parlant de l'igname jaune, il y a deux sortes d'igname jaune. Il y a le léfé, qui peut être jaune ou blanche ou d'autres couleurs, et qui s'appelle en science Dioscorea dumetorum. Dioscorea dumetorum. C'est le nom scientifique du léfé. Vous allez au Cameroun, vous dites ça, on vous comprend, au Brésil, au Japon, n'importe où. C'est universel. C'est universel. C'est le nom scientifique universel. Maintenant, la deuxième forme d'igname jaune, c'est dans le groupe des labocos, où on peut avoir aussi des ignames jaunes. Donc attention à ne pas faire des confusions. Il s'agit de deux espèces différentes. Qui n'ont pas du tout les mêmes vertus. C'est bien parti, hein? C'est bien parti. Déjà, il y a deux variétés d'igname jaune. Mais nous, on va plus parler de l'igname jaune, communément appelé en langue goun, léfé. C'est en fond. Oui, en fond qui est léfé. Oui. Et en goun, c'est Srou. Voilà, on va y arriver à un temps de nom. Mais au-delà de la cuisine, où on cuisine, au-delà de cuisiner le léfé, quelle autre vertu a le léfé? Si on cuisine le léfé, c'est qu'il y a des vertus alimentaires. Donc, il y a des vitamines qui sont à l'intérieur, vitamine A, vitamine C, si mes souvenirs sont bons. Il y a aussi des éléments minéraux qui sont à l'intérieur. Ça, c'est sur le plan alimentaire. Voilà. Mais maintenant, il y a des vertus médicinales aussi. Et on utilise le léfé pour soigner certaines maladies. Lesquelles, par exemple? Ce qui m'intéresse, moi, particulièrement, c'est les soins à ceux qui souffrent du diabète. Ah, c'est intéressant. Et comment ça se fait? C'est plus consommé, ça, ou c'est les feuilles? Le mal fait des ravages, donc il faut qu'on sache, madame. Oui, mais ça, c'est pas... Moi, je suis professeure de génétique. Oui, on sait. Je ne suis ni nutritionniste. Yasmine, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous voulez rester dans votre couloir, mais si vous sentez que vous détenez des informations utiles qui peuvent servir... C'est mon rôle d'intellectuel. Je vais vous demander de partager avec nous. Bien sûr, je suis venue justement pour partager ça avec vous. Effectivement, depuis 20 à 25 ans, il y a eu des publications au niveau international qui ont montré, qui ont diffusé l'information que le léfé contient une substance qui permet de soigner le diabète. Mieux que ça, la publication disait que c'est les tradithérapeutes d'Afrique de l'Ouest qui détenaient ce savoir-faire-là. Et donc, ça a été prouvé. Il y a des guérisseurs, non, je ne vais pas dire des guérisseurs, des chercheurs qui sont venus chez nous, qui ont eu l'information, ils ont pris le léfé,
et le tubercule et ils l'ont d'autres organes. travaillé au labo. Pas seulement aller travailler, ils ont d'abord vérifié l'information. Est-ce que ce que nos tradithérapeutes africains leur ont dit, est-ce que c'est vrai? Vérifier. Donc, ils ont vérifié l'information, ils ont vu que c'est vrai, et c'est là maintenant qu'ils ont travaillé, et ils ont extrait le principe actif qui permet effectivement de soigner le diabète. Est-ce que ce principe actif, justement, on l'a? Je ne sais pas. Il y a un nom. Ça s'appelle la dioscorétine. Ils ont donné le nom. Vous voyez le nom scientifique de l'igname dont nous parlons. Dérivé. Voilà, c'est Dioscorea tumetorum. Et comme le principe actif est extrait de cet igname-là, ils l'ont appelé dioscorétine. Mais c'est le nom générique commercial. Et mieux Yacine, que ça... oui, je parie que vous n'aviez pas cette information. L'effet, vous le voyez, les bonnes dames qui portent ça tôt le matin quand on va au boulot. Au-delà de manger pour qu'on ait des nutriments riches en vitamines, je ne savais pas que ça pourrait avoir aussi de la dioscorétine qui pourrait guérir le diabète. Autant pour nous, amis téléspectateurs, vous avez compris, donc allez vers également les médecins pour voir comment traiter votre diabète. Voilà. Je ne sais pas si les médecins peuvent leur répondre, mais il faut aller plutôt vers les ethnobotanistes. C'est-à-dire mes collègues qui sont botanistes et qui travaillent avec les guérisseurs traditionnels. Ou aller directement vers les guérisseurs traditionnels. Non, les guérisseurs, on ne va pas orienter. Puisqu'on parle de médecine. Exactement. Donc, il faut aller vers les ethnobotanistes. Parce que quand vous parlez de médecine, vous savez, quand on parle de médecine, chaque médecin avec sa spécialité. On est d'accord. Voilà. On va revenir à notre sujet, Yacine. Mais déjà, au-delà de ce tubercule, qui nous procure déjà de la dioscorétine qui traite le diabète, quel autre dérivé qu'on a, est-ce que je dirais même dérivé, quelles sont les autres composantes de cette plante? Quand vous prenez une plante, il y a les racines qui permettent à la plante de rester dans le sol, il y a la tige, il y a les feuilles, il y a les fleurs et il y a les fruits. Donc, il dépend de ce que vous recherchez. Non, on parle du l'effet, la plante de l'effet. La plante de l'effet. Ce que nous consommons, c'est le tubercule que nous consommons, comme on l'a montré tout à l'heure dans le film. Ce qu'on vend un peu partout sur le marché. Diabète, qu'est-ce qu'on peut retrouver qu'est-ce que le lait peut aider à guérir, comme un petit malaise, un petit bobo qu'on traîne au quotidien? Ah, ça, je ne peux pas je ne peux pas le dire comme ça, parce qu'en tant que scientifique, quand je dis quelque chose, il faut que ce soit vérifié. Pour le diabète, c'est vérifié, je peux donner des références. Donc, on a la vitamine... Mais maintenant, c'est jaune, donc je suppose qu'il y a de la vitamine A dedans. Et selon mes souvenirs de bibliographie, parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Trèche, qui a beaucoup travaillé sur l'effet au Cameroun, qui a fait des publications, et il y a la vitamine C, et avec la couleur jaune, je pense qu'il y a la vitamine A aussi. Il faut revérifier tout ça. Merci d'être venu nous voir avec ces informations. Yasmine Damata, je vais vous demander de reprendre vos feuilles rapidement et passer dans les coulisses, les remettre à Marcel Betoro. Elle va faire bon usage. En terre, parce qu'on a notre potager. Tout simplement, BB24 aura son potager dans les tout prochains jours. Et c'était donc Nature et Bien-être. On va raccompagner nos amis de Nature et Bien-être avec ceci. Création de richesse, tout le monde peut y arriver, c'est vrai. En tout cas, avec les échanges que j'ai eus avec mon invité, Alex Balogun. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi donc, je peux aussi avoir ma petite fortune à moi, c'est ça, en tant que journaliste que je suis. Pourquoi pas? Étant même un métier, juste par passion, par vocation, est-ce qu'on peut en faire un métier où on a beaucoup d'argent? Bien sûr, vous pouvez avoir l'indépendance financière en faisant ce métier, bien sûr. Alors, partagez les astuces avec nous. Oui, je vais d'abord dire que ce ne sont pas des astuces. Oui, les astuces ne suffiront pas parce que la richesse est un état d'esprit. Oui, la pauvreté aussi, c'est un état d'esprit. C'est une manière de penser. Ah, ainsi donc, ce n'est pas le fait d'avoir quelque chose, le matériel ou de l'argent, puisque vous avez là un billet sur la table, ce n'est pas ça qui constitue la richesse vraiment. Pas du tout. Je connais beaucoup de personnes qui sont pauvres, mais qui ont de l'argent. Faites attention à mes propos. J'ai dit, je connais beaucoup de personnes qui sont pauvres mais qui ont de l'argent. Et je connais beaucoup de personnes qui sont riches mais qui n'ont pas de billets. Qu'est-ce que ça veut dire? Les recherches ont prouvé que
97% de ceux qui gagnent la loterie revient à l'état initial après 3 ans. Ça veut dire quoi? Il a eu beaucoup de billets, mais dans sa tête, il est toujours pauvre. Mais comment on peut avoir des billets et être pauvre? Moi, j'arrive pas à comprendre. J'ai des billets, je vais me faire plaisir, acheter des choses. Oui. Et là, j'ai de l'argent, je suis riche. Ou bien. Oui. Maintenant, si vous permettez, l'enfant prodige dans la Bible qui est allé vers son père et qui a dit « Donne-moi ma portion de l'héritage » et qui a pris et qui est parti, qui a tout dépensé et qui a commencé à manger avec les animaux. Et il est revenu, son père lui dit « Je m'excuse ». Mais il a eu beaucoup d'argent. Pourquoi il a commencé à souffrir? La souffrance qu'il n'a jamais connue dans sa vie. Plus d'argent l'a mené à souffrir maintenant. Quel est le problème? Le problème, c'est que si vous cherchez ces billets, vous ne serez jamais riche. Et qu'est-ce qu'il faut chercher? Je vous arrête, Monsieur Balogun, parce que je crois que quand chacun se lève le matin, il quitte sa maison et il va travailler, c'est pour avoir de l'argent et donc par ricochet devenir riche, enfin, se mettre à l'aise avec sa famille. Je n'arrive pas à comprendre là. Et c'est pour ça que la majorité ne trouve pas. Si vous cherchez les billets, le billet que vous voyez dans ma main n'est pas en réalité l'argent. Ça, c'est un moyen d'échange. Lorsque vous courez derrière le billet, par exemple, il y a un zémi qui m'a pris un jour et qui a dit depuis 14 ans, j'ai commencé à gagner de l'argent. Et la question que je me posais, si depuis 14 ans, aujourd'hui il a près de 50 ans, et qu'il n'est pas devenu riche, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été sa faille tout le long du parcours? Merci. Et c'est ce que je vais partager tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle la valeur. La valeur est un générateur de l'argent. C'est la valeur qui est l'argent en réalité. Si vous pourchassez les billets, vous ne serez jamais riche. Mais lorsque vous pourchassez la valeur, vous devenez un homme ou une femme de valeur. Vous aurez beaucoup de ces billets. Et en plus, même si vous les perdez, vous allez toujours les regagner. Quelqu'un a dit, si vous distribuez tout l'argent qui existe dans ce monde, vous prenez chez les Bill Gates, les Warren Buffett, les Aliko Dangote, et vous distribuez de façon proportionnelle à tout le monde, toute l'humanité. 5 ans plus tard, l'argent va repartir vers les anciens propriétaires. Ça veut dire qu'ils réfléchissent autrement. Merci. Ils ont eu une façon de voir les choses. Ok, vous avez compris. Et ils font revenir leur billet. Vous avez compris. Ils ont une manière de penser. Ils ont un état d'esprit donné. Donc, Alex, plutôt que de courir après l'argent, il faudra courir après certaines valeurs. Exactement. Je préfère la valeur et non certaines valeurs. Ah, il n'y a qu'une seule valeur? Il y a la valeur. Il y a une différence entre la valeur et les valeurs. Mais lorsque vous avez les valeurs, vous pouvez avoir la valeur. Pratique. Quand je prends un mécanicien qui est au coin de ma rue, qui n'engrange, juste un exemple, que 5 000 francs par semaine. Exactement. De ces petits travaux qu'il effectue, il est à 5 000 par semaine et par mois, ça lui revient quasiment à 20 000 francs. Oui. Comment est-ce qu'il peut avoir créé la richesse? C'est très simple. La première des choses à faire, c'est d'avoir l'état d'esprit de la richesse. Et quel est cet état d'esprit? La première des choses, c'est que je me dis, la richesse est possible même avec ce que je fais. Oui, la richesse est possible. Donc, si d'abord, ce n'est pas possible dans son esprit, dans sa pensée, ça ne sera jamais possible dans ses mains. Donc, il faut qu'il croie que c'est possible, je peux créer la richesse. Ça fait un. La deuxième chose, il faut qu'il réfléchisse. Nous devons chaque fois réfléchir comme un vendeur. Ça veut dire quoi? La qualité du service que je vends, c'est la quantité de l'argent que je reçois. La qualité du service que je vends, que j'offre. Ce mécanicien qui a 1000 francs, s'il dit, OK, je vais offrir un service de meilleure qualité, les gens vont payer mieux. Oui, et le client part satisfait? Et pas satisfait. Je vous dis même, la satisfaction de votre client, c'est un niveau. Mais un autre niveau, c'est l'émerveiller. Ne cherchez pas à satisfaire votre client. À l'émerveiller. À l'émerveiller. Parce qu'il cherche tout à fait déjà une satisfaction. Qu'on l'amène au-delà de ses attentes. Merci beaucoup. Parce que ses attentes, c'est déjà la satisfaction. Donc, lui donner la satisfaction, c'est encore rien d'extraordinaire. Il cherche déjà qu'on le satisfait. Mais donc, ce n'est pas encore ça. Mais lorsqu'il est émerveillé, qu'est-ce qu'il fait? Il parle à tout le monde. Tu imagines mon mécanicien? Je suis allé, j'ai amené ma voiture vers lui. Il a réparé la voiture. Il a encore lavé la voiture sans demander de l'argent. Il a nettoyé la voiture.
Ça, c'est l'émerveiller. Mais si je lui répare la voiture en tant que mécanicien, il s'attendait déjà à ça. Et je lui répare la voiture. Et je lui dis en plus, pendant 3 mois ou même 6 mois, votre voiture n'aura plus jamais ce même problème. La personne va dire, waouh, c'est extraordinaire ça. Ou même, il va encore de là. Il écrit sur une carte, merci d'être passé chez moi. Et il laisse ça dans la voiture. Le monsieur ne voit pas, c'est après qu'il remarque. D'accord. Ça, donc c'est un peu aussi l'exemple je sais pas, d'une esthéticienne par exemple, qui vous offre ses services et qui vous offre aussi du thé, du café. Oui. Et vous offre aussi un massage au passage. Vous allez en parler avec vos amis. Et là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez envoyer plus de personnes. Et là, ça fait la richesse qui est en train d'être créée. Et il ne faut pas le faire juste une fois en passant. Il faut que ça devienne une culture. Mais ce qui est sûr, la richesse, là, c'est toujours, on finira toujours par obtenir les billets, qu'on le veuille ou non. Merci beaucoup. Il n'y a pas autre chose qui caractérise la richesse à part les billets. Un instant. Alex Balogun. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont les billets aujourd'hui, mais qui n'ont pas, qui avaient des billets hier, mais qui ne l'ont pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez beaucoup de personnes. Ils n'ont pas su gérer, oui. Mais ça veut dire qu'il n'était pas riche dans son esprit. Il avait juste beaucoup de billets. Il n'était pas riche. Ça paraît drôle, mais c'est très sérieux. Oui. Moi, je connais beaucoup de personnes. Il y a des gens effectivement comme ça. Billets, qui avaient des voitures, mais aujourd'hui qui marchent. Alors, est-ce qu'on peut dire quelque chose à ces gens-là? Certainement qu'il y en a dans le lot qui nous écoutent, là, qui nous reçoivent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces sous-là leur reviennent, un peu comme l'exemple d'Dangote qu'on a donné tout à l'heure? L'argent finira par revenir à la case départ. Oui. Regardez, il y a les consommateurs, il y a les contributeurs. Les contributeurs, l'argent leur revient toujours. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher toujours à vous donner et vous allez acheter. Mais les consommateurs vont chercher toujours à dépenser. Regardez, je vais partager un grand secret. Il y a une catégorie de personnes qui s'enrichissent au Bénin tous les jours, tous les soirs. Et c'est quoi cette catégorie? Je veux bien me retrouver dedans. Non, vous n'allez pas accepter. Oui, les Béninois n'acceptent pas souvent. Ce sont les cafétérias. Ah oui? Tous les soirs. Les Monsieur Diallo. Merci beaucoup. Et consorts, tous les soirs, nous allons là-bas pour faire des dépôts de l'argent. Mais ils sont là juste à recevoir. Ils ne changent même pas de chemise. Ils parlent un mauvais français, mais ils sont très riches. Et quand ils ont été cassés, ils n'ont même pas fait 2 mois pour revenir en pleine force. Ça veut dire quoi? Mais tous les soirs, nous allons là-bas, nous faisons chef, patron. Hey, donne-moi un plat de spaghetti, donne-moi du thé. Et il lui dit, il n'y a pas de problème, chef. Bonsoir, chef. Et il prend l'argent, il encaisse tous les soirs. Ils se font des millions. Qu'est-ce qui se passe avec nous? C'est que tous les jours, nous cherchons à dépenser, à consommer. Alors qu'il faut aussi produire. Il faut produire. Il faut penser comme un vendeur. Qu'est-ce que je peux mettre sur le marché et les gens vont acheter? Je crois que j'ai la réponse à ce que je voulais partager avec les amis téléspectateurs. Allez-y. Plutôt que de... Non, je parle de vos propos. Plutôt que d'acheter à consommer, il faut proposer. Merci beaucoup. Il faut proposer, tout simplement. Il faut que vous créez quelque chose de la valeur que vous pouvez offrir. Des fois même, ce n'est pas un produit, c'est un service. Aussi bien le pauvre aujourd'hui que le riche. Sinon, l'argent va s'envoler, il va se volatiliser, il va partir. Aussi riche que Donald Trump est, il ne fabrique pas ses propres costumes. C'est clair. Ni ses chaussures. C'est clair. Aussi riche que le président Talon est, il ne fabrique pas ses costumes. Donc aujourd'hui, si on veut avoir de l'argent, c'est déjà d'imaginer ces vestes-là proposées à ces gens, à cette catégorie de personnes. Vous avez toujours quelque chose à offrir qui peut vous aider à créer la richesse. Ne cherchez pas l'argent. Cherchez la valeur. Et cherchez l'innovation à chaque fois. Oui, que les gens peuvent venir acheter chez moi. Et des fois, c'est votre talent. Ce n'est pas forcément un produit. Ça peut être le talent, la compétence, même l'expérience. D'où cet adage, soyez le meilleur, quoi que vous soyez. Si vous êtes mécanicien, faites toujours en sorte d'être le meilleur mécanicien. Vraiment le meilleur mécanicien. Oui. J'ai sorti un livre hier qui est « Ce que l'argent pourchasse ». C'est un livre en PDF que je donne. Effectivement, j'ai vu, je l'ai vu dans mon inbox, comme on dit. Oui. Donc, je pense que chercher à créer quelque chose de la valeur, même si vous travaillez en tant qu'employé dans une entreprise, la quantité de l'argent qu'on vous paye, c'est en fonction de la qualité du travail que vous offrez. Merci beaucoup, Alex Donc, Balogun. si tous les jours, vous pouvez améliorer la qualité de votre service,
C'est déjà la qualité du travail. C'est déjà la création de la richesse. La création de la richesse. Merci beaucoup. Je crois que j'ai eu ma conclusion. Chaque fois que vous essayez de faire quelque chose de plus, de vous perfectionner, ne serait-ce que dans votre secteur d'activité, c'est une façon déjà, c'est un point de départ de création de richesse. Je crois que j'ai résumé vos propos, Alex Balogun. Oui. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Je finirai par devenir coach aussi, moi aussi. un de ces 4. Soyez bienvenue. Merci d'être venu nous voir, Alex Balogun, coach motivateur, la création de la richesse. Tout le monde peut y arriver. Il est 19h45. Le journal de Nadège Sani, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir. Estimées à 8,7 millions, les espèces animales sont aujourd'hui menacées d'extinction. La journée mondiale de la biodiversité, célébrée ce 22 mai, est une occasion pour tirer la sonnette d'alarme. La vulgarisation des résultats de recherche peut motiver les scientifiques à poursuivre d'autres investigations, mais très peu de médias s'intéressent aux fruits de leur labeur. Ils ont pourtant un rôle à jouer dans ce partage de connaissances avec la population. Plusieurs spécialistes en environnement réfléchissent à la lutte contre le réchauffement climatique. Dans un document, des solutions vont être proposées pour favoriser l'adaptation. À quoi servira-t-il à la fin des travaux? On en parle dans un instant. Les espèces sauvages sont indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour et des millions d'autres n'ont pas encore été découvertes. Cette incroyable biodiversité est essentielle à la vie sur Terre. Selon des études, plus d'une espèce sur 3 est aujourd'hui menacée de disparition. César Achadé, Amandine Anyamboso, Rebecca Achinako. L'extinction des espèces est un phénomène normal. Son accélération, en revanche, est inquiétante. Selon l'Union internationale de la conservation sur la nature, aujourd'hui, 20 000 espèces animales et végétales sont en danger chaque année. Le constat est alarmant. Au total, plus de 50% des animaux vertébrés ont disparu en 40 ans, ce qui revoit à la hausse l'ampleur réelle de cette crise majeure. Cette vague de disparition est due à l'impact d'une seule espèce, l'être humain. Nous pouvons déjà citer la modification des habitats pour les transformer en surface d'agriculture, le braconnage et parfois même la transhumance. Les changements climatiques également peuvent par exemple causer les fontes des glaciers, les feux de brousse qui constituent vraiment de grandes menaces pour les espèces qui se retrouvent dans tel ou tel milieu. Si la situation n'est pas encore irréversible, il devient urgent de travailler avec tous les acteurs pour accélérer les changements de pratiques. Protéger notre environnement, c'est recycler les déchets, réduire l'empreinte carbone, ne pas confondre plaisir de consommer et surconsommation. Il y a plusieurs manières de sauvegarder ces espèces et nous devons d'ailleurs agir. Donc, comme on mesure déjà, il faut déjà dire qu'il faut une forte sensibilisation. Il faut une forte sensibilisation des populations qui ne savent vraiment pas l'importance de la biodiversité. Il faut développer l'écotourisme tant sur les grands mammifères, les oiseaux, que sur les petits insectes, c'est-à-dire la microfaune, qui constitue également un grand atout pour les différents écosystèmes. Ces espèces sont vraiment laissées pour compte, mais malgré cela, ils jouent un très grand rôle pour le cycle naturel, le cycle biologique. À l'heure de la Journée mondiale des espèces menacées, le dernier rapport de l'ONU sur la biodiversité annonce l'extinction de plus d'1 million d'espèces les prochaines décennies. Le but de cette célébration est donc d'encourager la population à s'informer et à prendre conscience des menaces pesant sur les espèces. Alors c'est une manière de sensibiliser les populations à travers le monde sur
comment ils peuvent être impliqués sur la sauvegarde de ces espèces menacées et surtout de faire ressortir les efforts de conservation qui sont faits sur d'autres espèces ailleurs et comment ces espèces peuvent bénéficier d'activités de conservation pour que quand même la biodiversité internationale soit sauvée. Il serait facile d'ignorer cette journée, de ne la considérer qu'avec fatalisme ou indifférence. Pourtant, un fait demeure. L'homme est une espèce comme les autres. Un jour, cette journée pourrait aussi nous concerner. Des espèces sont menacées, il faut donc agir au plus vite. Le Bénin a d'ailleurs procédé hier à l'élaboration de sa 3e communication nationale sur les changements climatiques, un engagement auquel toutes les parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques doivent s'acquitter périodiquement. Ce document fait l'état des lieux en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est un plaidoyer national pour favoriser l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Ulvaeus Balogun a cherché à comprendre comment s'élabore ce document et à quoi il sert. Il y a 25 ans, le 30 juin 1994, le Bénin ratifiait la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques comme première réponse aux défis liés à la sauvegarde du climat. Et pour se conformer à cette exigence, le Bénin élabore tous les 4 ans des communications nationales qui décrivent les progrès réalisés et les actions initiées pour contribuer à l'effort global en vue de faire face au changement climatique. Les composantes d'une communication nationale, d'abord il y a la description de notre situation nationale, des conditions propres au Bénin et qui lui permettent de lutter contre les changements climatiques. Et quand on parle de conditions propres, c'est l'environnement physique, c'est les informations sur les activités économiques et de développement. Il y a l'inventaire de gaz à effet de serre, l'atténuation des changements climatiques. Qu'est-ce que nous faisons pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour ne pas laisser nos émissions de gaz à effet de serre croître indéfiniment? Et pour cette 3e édition, la communication nationale met l'accent sur les risques majeurs auxquels le Bénin fait face, les secteurs vulnérables et les opportunités d'adaptation. Pendant 4 ans, c'est ce document qui est la carte d'identité des changements climatiques au niveau national. Donc n'importe qui veut élaborer un projet, il a besoin dans le domaine des changements climatiques, il a besoin de contexte et justification. Ce document est à exploiter. Nous voulons construire un ouvrage, une infrastructure à un endroit donné sur le territoire national. Nous devons voir par exemple qu'est-ce qui est vu et qu'est-ce qui a été trouvé dans la communication nationale par rapport aux risques climatiques. Et quand je parle de risques climatiques, par exemple les inondations. Donc, la communication nationale permet de prévoir là où il faut installer telle infrastructure, là où il faut mener tel projet et ne pas voir ce projet, les résultats de ce projet sabotés par des risques climatiques. L'élaboration de la 3e communication nationale vise également le transfert des technologies, l'éducation et la sensibilisation sur les changements climatiques. Ce document se veut ainsi un outil de développement durable pour une gestion efficace des risques climatiques. Dans le domaine scientifique, plusieurs travaux de recherche sont effectués chaque année dans les universités du Bénin. Mais malheureusement, les résultats de ces travaux sont souvent négligés et leur vulgarisation pourrait faire avancer le pays s'ils étaient pris en compte. Que gagnerait-on à partager les résultats de ces recherches scientifiques avec la population? Comment impliquer désormais les médias pour une parfaite vulgarisation de ces connaissances? Un chercheur nous en parle au micro de César Achadé et Baudelaire Kanchidi. Partager les recherches scientifiques avec le reste des populations, il y a plusieurs avantages à le faire. D'abord, cela permet de mettre la communauté à l'aise, c'est-à-dire sur la résolution de certains problèmes, que ce soit d'ordre social, que ce soit d'ordre culturel, que ce soit sur le plan de la santé. Les chercheurs, après avoir mis en exécution leur protocole de recherche,
peuvent véritablement apporter des réponses claires aux populations pour mettre fin à un certain nombre de comportements qui favorisent la mauvaise qualité de leur environnement. Mais généralement, les scientifiques craignent d'aller vers les médias pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on se dit, ok, si je vais présenter mes résultats de recherche, le traitement peut être, n'est-ce pas, peu fidèle. C'est-à-dire, l'idée que le scientifique veut faire passer peut, à tort ou à raison, être travestie lors du rendu, simplement parce qu'il y a un manque de confiance entre les deux parties. On se dit, ok, les journalistes ne sont pas des scientifiques et les scientifiques ne sont pas des journalistes. Donc, il y a ce problème qui existe. Le deuxième problème, c'est que le scientifique, souvent, reste dans son laboratoire pour travailler. Il y a très peu de temps pour s'ouvrir à la communication sur ses résultats, alors que c'est important. Une autre raison, c'est que les journalistes se mettent en tête que les scientifiques sont des rats de laboratoire, donc à ne pas approcher, ou à approcher très peu. Et heureusement, tous ces préjugés, parce que ce sont des préjugés, ce ne sont pas des faits avérés. Tous ces préjugés sont en train d'être battus en brèche aujourd'hui, aussi bien au sein des scientifiques qu'au sein des journalistes, où nous avons compris que nous devons évoluer main dans la main pour le développement de notre nation. En page internationale, le navire Djilor est arrivé à Ziguinchor. Ce navire est destiné au transport des conteneurs de noix de cajou pour la campagne d'Anacarde. L'État du Sénégal, à travers le Conseil sénégalais des chargeurs, accompagne les acteurs de la filière et ambitionne de doubler la quantité de l'année qui était de 32 000 tonnes. Abdoul Aziz Bané de la RTS. En route pour Ziguinchor, le navire Djilor s'impose sur le fleuve Casamance. Après 11 heures de trajet, il accoste au port de Ziguinchor. Ce navire, qui peut charger plus de 350 conteneurs, est dans la capitale du Sud pour les besoins de la campagne d'Anacarde, une campagne qui a déjà démarré. L'année dernière, le Kosama avait affrété un bateau de Théos. Cette année, on se retrouve avec le Djilor, qui est un bateau national, ce qui nous a vraiment reconforté dans notre position, qui consistait vraiment à accompagner cette filière et à faire l'exportation à partir du port de Ziguinchor. Un sentiment de fierté, parce que c'était vraiment imprévisible pour nous qu'à cette date-là, on pouvait avoir des navires accostés là, nous accompagner à exporter tout ce qu'on est en train de collecter, c'est les producteurs. Quand on voit le port de Ziguinchor à l'heure actuelle, on peut le comparer à ce que ce port était à l'époque au temps colonial. Ça prouve que l'on peut faire. Remercier le président Macky Sall, parce que c'est grâce à lui, avec son gouvernement, c'est grâce à lui que nous sommes là aujourd'hui. Il a envie de faire de l'économie ici, d'occuper les gens, la jeunesse surtout, d'occuper la jeunesse dans le boulot, dans le travail, d'occuper notre peuple casamançais dans le travail. Pour cette présente campagne, l'ambition de l'État est de doubler les 32 000 tonnes de l'année dernière. Ainsi, il est question d'accompagner les acteurs avec d'importants moyens qui sont mis à leur disposition. Avec l'accompagnement du COSEC, nous avons pu faire venir le navire Djilor, qui est un navire qui bat pavillon sénégalais, n'est-ce pas? Donc, qui bat pavillon sénégalais. Donc, par rapport à l'équipement navire, il y a eu un progrès par rapport à 2018. L'autre progrès, certains acteurs l'ont souligné tout à l'heure, il s'agit, disons, d'une meilleure inclusion des acteurs. Comme nous l'avions constaté l'année dernière, dans un segment essentiel de la filière, n'intervenaient pratiquement pas beaucoup de nationaux. Notre mission, nous, COSEC, c'était également d'accompagner ces chargeurs pour que ces chargeurs puissent davantage s'insérer dans le dispositif. C'est ça qui est conforme à la vision du chef de l'État, qui est une vision d'inclusion sociale et d'équité territoriale, mais également une vision globale d'émergence. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons eu collectivement à apporter la preuve qu'il est possible, à partir du port secondaire de Ziguinchor, disons, de faire revivre l'économie de cette localité. L'ambition, c'est de doubler la quantité exportée à partir du port de Ziguinchor, c'est-à-dire environ 60 000 tonnes.
puisque les acteurs ont évalué la production cette année en hausse à environ 50 à 60 000 tonnes. Et nous pensons avec le dispositif déjà mis en place, le Djilor qui est arrivé et le Djogé, nous pouvons évacuer toute la production sans aucun problème. La machine est très bien huilée et toutes les dispositions sont prises pour une bonne réussite de la campagne de commercialisation de l'anacarde et au grand bénéfice des producteurs et de tous les acteurs. La campagne d'anacarde bat déjà son plein dans la capitale du Sud et le port de Ziguinchor est devenu une plaque tournante dans l'exportation de la noix de cajou, ce qui augure d'une bonne campagne avec des moyens logistiques de dernière génération. En Afrique subsaharienne, la consommation du riz devrait poursuivre en 2019 sa tendance croissante enregistrée ces dernières années. D'après le dernier rapport mensuel d'information d'Oziri, les importations de la région sont prévues pour augmenter de 6,5% cette année. Cette hausse sera portée par de nombreux pays consommateurs comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. L'Afrique subsaharienne produit moins de 5% du riz mondial. La céréale constitue principalement un aliment de base en Afrique orientale et occidentale. Ainsi se referme cette édition. Merci de préférer BB24. Agréable soirée à vous, Nadège Soni, pour nous avoir présenté en tout cas un très bon journal, puisqu'avec des éléments très intéressants. Au revoir, Nadège Soni. On se retrouve demain certainement. Merci, coach Karamat. On se retrouve demain. C'est vrai que c'est un rêve. Hein. J'aurais voulu bien me vêtir de manteau de coach et aller donner quelques petites astuces. Ça fait toujours du bien. Alors, pour l'heure, c'est le moment de voir du côté de la météorologie avec notre invité, Lukmanou Oseni. On va regarder rapidement ce jingle qui annonce le plateau. Métrologie, quand les acteurs du commerce trafiquent, c'est autour de cette exclamation que nous allons interroger. Donc, le DG national de la métrologie, en tout cas les détails, c'est avec Fulgencio Arontondi tout à l'heure. Le temps pour nous d'aller découvrir avec Enoch ce reportage sur la métrologie, des informations importantes. Regarde. Le riz constitue aujourd'hui l'un des aliments de base dans les ménages au Bénin. Il est toujours présent dans les assiettes à l'occasion des événements de réjouissance. La demande est forte. Une occasion de bonnes affaires pour les commerçants qui s'adonnent à des pratiques non recommandables. Des sacs et sachets de riz seraient truqués par ces revendeuses du marché d'Antokpa et pourtant cédés au prix normal. Une opération frauduleuse que certaines d'entre elles tentent de justifier. Je n'ai rien à me reprocher. Même à ma clientèle, je leur dis, achetez ce que vous trouvez. Je vous dis le prix, il faut acheter parce que je vends intégralement ce qu'on m'a livré dans le conteneur. C'est 1 kilo, c'est écrit 900 grammes et vous le vendez pour 1 kilo. Ramassez-moi ça. Non, je ne peux pas. Ramassez-moi ça. Au cours de nos enquêtes, nous avons surpris une équipe de l'ANM, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité, sur le terrain en pleine opération de contrôle et de saisie des sacs dont les normes ne sont pas respectées. Et donc 1 kilo. 1 kilo. Cette descente de l'ANM vise à faire adopter à ces dames de bonnes pratiques, des pratiques citoyennes, pour que les normes de qualité soient respectées et que les consommateurs ne soient plus grugés.
Moi, c'est ce qui m'importe beaucoup, que nous, les consommateurs, les acheteurs, il est temps qu'on arrête de nous gruger. Mais comment y arriver? Vous avez vu ensemble avec nous cette descente-là des autorités de l'ANM. Bonsoir, monsieur Lukumanu Seni. Bonsoir, la journaliste. C'est clair que ce n'est pas facile, hein, une telle opération avec les bonnes dames de nos marchés. Oui, je vais vous dire que c'est une opération qui est extrêmement difficile et d'abord une opération risquée parce qu'il faut aller sur le marché, constater et faire ce que les tests nous demandent de faire, c'est-à-dire saisir le produit. Ce n'est pas aisé pour une femme de voir son argent partir. En tout cas, les femmes ont leur avis sur la question. Elles indexent encore plus loin que l'erreur n'est pas à leur niveau. Ntondi, Fulgencia, bonsoir aussi à vous. Bonsoir Karamat. Et surtout, un sujet intéressant qui est d'actualité, qui restera toujours d'actualité parce qu'on ira toujours dans les marchés acheter. Et c'est vrai, c'est ce qui justifie d'ailleurs l'initiation de ce sujet-là, parce qu'on a constaté que les consommateurs se plaignent. Alors, bonsoir, monsieur Lukumanu. Oui, bonsoir, madame. Alors, dites-nous, quelles sont selon vous les raisons qui peuvent pousser ces commerçants à trafiquer les instruments de mesure? Bien, merci. Je me réjouis que cette émission ait lieu dans un mois comme celui-ci, le mois de Ramadan, parce que, quelles que soient les raisons, il n'y a pas de raison fondamentale pour trafiquer la mesure, pour trafiquer la mesure. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas acceptées, par nos tests et qui n'étaient jamais acceptées même par les livres saints. Et je vois le Bénin comme un pays essentiellement religieux, les catholiques, les musulmans et consorts, mais dans aucun des livres là, il n'est admis que l'on fasse de fausses pesées. Alors, je me réjouis donc qu'on le fasse dans ce mois de Ramadan, juste pour demander à tous ceux qui sont en train de faire cette pratique dans ce mois d'arrêter. Et surtout, si ce sont des musulmans qui sont en train de jeûner et qui se permettent de le faire, nous qu'à savoir que leur jeûne est zéro. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions à votre niveau qui sont infligées à ces commerçants-là indélicats? Bien sûr, il y a beaucoup de tests, je vais dire... il y a des tests sur le commerce, il y a des textes qui réglementent les instruments de mesure et qui nous amènent donc à sanctionner ceux qui trafiquent d'abord les instruments de mesure et ensuite ceux qui trafiquent les sacs préemballés. Et c'est dans ce cadre que vous avez vu cette image sur votre descente. C'était un contrôle des préemballés. Mais qu'est-ce qui justifie ce trafic-là? Est-ce que ce sont les commerçants eux-mêmes qui trafiquent les instruments de mesure ou bien c'est l'instrument même qui n'est pas adapté, qui n'est pas bien conçu? Non, dans l'élément que vous avez vu, ce n'est pas l'instrument, il ne s'agissait pas de l'instrument. Mais c'était les commerçantes elles-mêmes. Il s'agissait des préemballés, des sacs de riz, par exemple, de blé. Déjà pesés à l'avance. Et on écrit là-dessus 50 kilos. Et vous allez dans le marché pour acheter 50 kilos de riz. Malheureusement, en voulant vous vendre 50 kilos de riz, on vous prend l'argent de 50 kilos, mais on vous remet 45 kilos, on vous remet 40 kilos. Parfois même, il y a des gens qui ont des pratiques, on met 900 grammes. Ça se fait déjà en sachet de 900 grammes. Mais les femmes passent cela pour 1 kilo. Du 1 kilo, du 1000 grammes. Du 1000 grammes. Donc il y a du 100 grammes qui en lait. Vous avez vu l'opération tout à l'heure, quand j'étais arrivé devant la vendeuse, j'ai demandé, madame, ça fait quel poids? Elle dit c'est 1 kilo. 1 kilo. Vous avez pesé? Dès qu'elle m'a dit 1 kilo, j'ai dit non madame, quand même, vous me dites 1 kilo et sur l'emballage, on a écrit 900 grammes. Elle dit, ah non, que 900 grammes même c'est 1 kilo. J'ai dit non. Non, je suis désolé, 900 grammes n'est pas 1 kilo. 900 grammes, c'est 900 grammes. Alors, cette manière de présenter les produits et de faire croire que ça fait 1 kilo, déjà c'est une tricherie qui n'est pas bonne. De l'autre côté, donner une quantité à la place d'une autre, ça fait carrément de la tricherie.
C'est de l'escroquerie commerciale. Mais monsieur Oseni Lukumanu, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi la vie de ces femmes-là qui sont allées un peu plus loin, que l'erreur n'est pas à leur niveau. Vous avez certainement écouté leurs propos. Elles sont même allées jusqu'à dire que c'est jusqu'au niveau du port. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous êtes un acteur de terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire réellement ou situer les responsabilités? Parce qu'il faut qu'elles puissent aussi, quand elles font du commerce, c'est pour pouvoir avoir du bénéfice, hein, pas pour tourner à perte. Bien, je voudrais vous rassurer. Oui. Vous savez, lorsqu'on passe la commande de riz, le riz est un produit qui a un peu d'humidité, le temps que ça passe sur la mer, ça va se sécher. Ça va perdre une partie de son poids. Alors, le commerçant qui vous envoie, je dirais le producteur, qui vous envoie du riz, il n'envoie jamais 50 kilos lorsque c'est écrit 50 kilos là-dessus. Il envoie moins, c'est ça, ou un peu plus? Non, je viens. Lorsque nous avons fait des opérations au port, tous les sacs de 50 kilos viennent autour de 52 kilos 5, 52 kilos 7. Donc, l'erreur n'est pas là-bas. Je viens. D'accord. 52 kilos 5, 52 kilos 7. Quand on récupère cela au port, ça ira dans un magasin. Dans le magasin, le riz aura le temps de perdre une partie de son humidité, donc une partie de son poids. Au magasin, des prélèvements faits et des pesées faits nous ont donné des sacs de 50 kg 7, 50 kg 8. Il y a encore une marge pour que, quand ce riz viendra dans le magasin de la vendeuse, qu'il n'aille pas en dessous de 50 kg. Donc, il y a une marge qui est mise déjà depuis là-bas et qui considère même la température qu'il y a chez nous ici, afin qu'au finish, chez vous, carrément, que ça donne les 50 chez le consommateur. Alors pourquoi est-ce que... mieux, l'État a pris un test pour dire, d'accord, admettons même que le sac ait perdu plus d'humidité et acceptons que quand ça fait 49 kilos, on peut l'accepter comme du 50. Comme 50 kilos. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas dans cette marge-là que nous constatons l'écart. L'écart est constaté en dessous et je vous assure, vous prenez des sacs de 5 kilos, je prends juste 5 kilos, vous trouvez 3 kilos et demi. Vous prenez des sacs de 10 kilos, vous trouvez 7 kilos. Donc le client est grugé au quotidien. Au quotidien. Les défenseurs des consommateurs. Et les femmes, attention, on n'a fait que passer ici ce que certaines femmes ont dit. Mais il y en a d'autres qui nous ont dit, qui m'ont dit, monsieur, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je suis venu au boulot, je suis venu au marché. J'ai fait toute la journée, je dois rentrer préparer quelque chose aux enfants. En partant, il y a quelque chose que nous mettons dedans, témoin, je prélève 1 kilo juste pour mes enfants à la maison. Voilà. Alors, au final, ça veut dire, ces enfants mangent tous les jours du riz sans qu'elles-mêmes n'achètent du riz. Ce qu'on va faire, monsieur Oseni, on reviendra pour un autre plateau bien plus grand pour ce sujet parce qu'il est très intéressant. J'y tiens beaucoup. Ça, on a parlé juste des préemballés. Il y a aussi un autre cas, c'est les tongodo, qu'on dit, les instruments de mesure. Et même déjà la station aussi, lorsqu'on va prendre de l'essence. C'est beaucoup de sujets, c'est beaucoup d'articles, c'est beaucoup d'objets. Je crois que pour qu'on puisse tirer grand profit de ce plateau, j'essaierai d'aller rapidement. Et il y a ce que nous appelons les instruments de mesure conventionnels, reconnus au plan international. Et le Bénin a signé cette convention et désormais ce sont les instruments de mesure du système international que nous devons appliquer chez nous. Mais il y a un mais, c'est que traditionnellement on avait l'habitude d'utiliser certains instruments de mesure et il est difficile de changer tout de suite. C'est pour cela que vous trouvez encore le tongolo, que les dames estiment que ça fait 1 kilo. Ça n'a jamais fait 1 kilo. En tout cas, c'est l'information à retenir. Votre tongolo qui sert à... Le tongolo n'a jamais fait 1 kilo.
Voilà, c'est une information. On a toujours acheté notre sorgho, notre haricot, notre niébé, notre maïs, tongodo, c'est 1 kilo, c'est faux. Merci beaucoup, Monsieur Oseni. C'est sûr, vous allez revenir là, on ira cas par cas pour que chacun puisse comprendre et voir si le consommateur que nous sommes peut aller jusqu'à réclamer. Oui. Rapidement, en 30 secondes. D'accord. Le consommateur peut réclamer lorsqu'il s'agit donc de quelque chose qu'il veut acheter tout de suite, qu'on pèse devant lui. Alors, lorsqu'on pèse devant vous, regardez l'instrument avec lequel on est en train de peser et vous voyez si sur l'instrument, il y a une vignette de l'ANM, une vignette couleur verte. Lorsque vous voyez la vignette couleur verte, cela suppose que cet instrument a été une fois vérifié et a répondu aux normes. Merci beaucoup et ce sera la fin de ce plateau Auton Savoir sur la métrologie. Il est clair que nos acteurs du commerce grugent les consommateurs et ça au quotidien, un comportement qu'il faut donc dénoncer, un comportement donc à mettre de côté pour qu'on aille véritablement au développement. Merci beaucoup à Fulgence Aroutondi et à M. Oseni. On fait la place à Adonis Borou. Nous sommes mercredi, ActuWeb. Adonis Borou, l'actualité sur la toile, qu'est-ce qu'elle nous dit? On le saura tout à l'heure. En tout cas, pour le sommaire que j'ai eu, vous avez pu nous trouver 2 informations. Alors, qu'est-ce qui explique cette moisson pas trop riche? Bonsoir d'abord, Adonis. C'est un plaisir heureux de vous voir, parce qu'il y a des plaisirs simples, il y a des plaisirs heureux. Wow. Donc pour moi, c'est un plaisir heureux de vous voir de retour sur la manivelle aux commandes du grand rendez-vous. Bon, vous savez, ces temps-ci, il y a très peu d'informations, mais néanmoins, on a fait l'effort de ramener les plus croustillantes. Vous pliez en 4, en 5, en 6, en 7 pour nous ramener... Quand on se plie déjà en 4, là, c'est compliqué de continuer à travailler. Les États-Unis, il y a une guerre commerciale entre ces États-Unis et la Chine. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, c'est cette information qui agite aussi bien les journaux internationaux, les journaux économiques que... Sur Huawei, là. Voilà. Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, les États-Unis ont imposé de nouvelles taxes sur les produits chinois entrant aux États-Unis. Et pour répliquer, les Chinois aussi ont lancé une mesure pour pouvoir contrer cette hausse des tarifs. Il y a un constructeur, Huawei, pour ne pas faire de la publicité si on le dit, qui est pris dans l'étau de cette guerre. C'est le 2e constructeur de téléphones, de smartphones, après Samsung. À la suite de cette guerre économique entre les États-Unis et la Chine, Google, c'est le géant américain, a annoncé supprimer la licence Android pour les téléphones Huawei. Donc, les téléphones Huawei, dès leur prochaine production, ne pourront plus bénéficier du système d'exploitation Android. Ben, pour ceux qui ont déjà les téléphones actuels de Huawei, ils auront pour le moment certaines mises à jour, mais à la longue, ils ne pourront plus avoir des mises à jour. Et qu'est-ce qui va donc se passer pour eux? Pour le moment, Huawei est en train de négocier avec Google pour ne pas perdre totalement cette licence Android. On les a donné un délai de 90 jours pour pouvoir faire face à cela. Il faut savoir que Huawei a été déclarée comme entreprise non grata, c'est-à-dire elle est interdite de toute activité commerciale aux États-Unis parce que les États-Unis suspectent Huawei d'être un espion pour la Chine. Donc, quand 2 géants se battent... c'est nous qui... Parce que quand 2 géants se battent... Ce sont les élèves qui apatissent. Ce qu'il faut souligner, c'est que Huawei ne vend pas de smartphone aux États-Unis. Donc cette restriction, c'est nous, dans les autres pays, en Afrique, en Europe, là, qui suivent cela. Il faut signaler que Huawei est en train a annoncé avoir développé son propre système d'exploitation qui pourrait lancer d'ici automne 2019, mais qui pourrait lancer des applications Android. Quand on parle de licence Android, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que les applications Google, Gmail, Play Store, vous ne pouvez plus les avoir sur les nouveaux téléphones Huawei. C'est de ça, il est question.
Est-ce qu'on peut passer à la deuxième information? Oui. D'accord. Alors, pour avoir commis une erreur judiciaire, quelqu'un se retrouve à faire 45 ans de prison. Eh bien, quand vous êtes innocent et qu'on commet une erreur judiciaire sur vous, c'est difficile à vivre. 45 ans. Il a passé 45 ans de prison. C'est toute une vie. Avant d'être innocent. Oui, Richard Phillips, il a âgé de 73 ans. Il a passé 45 ans en prison avant d'être innocenté. Il va recevoir en compensation 1,5 million de dollars de dédommagement selon les autorités de Michigan. Mais est-ce que l'agent pourra effacer ces 45 ans de vie passée derrière les barreaux pour une erreur judiciaire? La justice avait été convaincue de sa culpabilité sur la base d'un témoignage qui s'est avéré par la suite mensonger. Il a été libéré en 2018 après l'intervention d'un programme qui a été mis en place par l'Université de Michigan, l'Innocence Clinique, qui est destiné à la réparation des erreurs judiciaires. Selon son programme, aucune personne n'a été condamnée à tort aux États-Unis, n'a passé autant de temps derrière les barreaux que Richard. C'est-à-dire que c'est le record. Donc il va se retrouver dans le livre de Guinness, j'en sais rien. Mais bon, franchement, c'est triste, hein? C'est quand même triste. Il a été libéré depuis l'année passée et depuis sa libération, il vend des tableaux qu'il a peints en prison. Donc, il a développé. Je suis encore curieuse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était sur quel sujet? On n'a pas eu des détails sur ce qui s'est passé. Mais il faut savoir qu'il n'est pas le premier à avoir été innocenté après cette erreur judiciaire. D'autres personnes l'ont aussi fait. D'autres ont fait 15 ans en prison pour une erreur judiciaire, d'autres moins. Comme quoi les erreurs, c'est partout, hein? Puisque en médecine également, il y en a des erreurs. Oui. Et on a des exemples aujourd'hui. Oui, mais bon, en médecine, c'est fatal direct. Ouais. Ici, bon, il y a une de rattraper. Mais ça aussi, c'est 45 en fait, ans de vie passée. Quand on entre à 30 ans et on sort à 75 ans, près de 80, il y a encore quelle vie à faire après cet âge? Ah oui, après. S'il n'est pas, comme je le disais, il n'est pas le seul. L'État de Michigan a décidé aussi de dédommager d'autres personnes ayant vécu cela, comme Neil Riddick. Lui, il a fait 16 ans pour agression sexuelle sur mineur. Or, il n'était pas coupable. Il y a aussi un ancien réserviste de la police qui a été blanchi de parjure. Il y a tout ça. Pour la raison évoquée, c'est se réinsérer dans une société extrêmement difficile pour des personnes condamnées à tort. Nous sommes obligés de compenser ces hommes avec compassion pour les mois endurés, a relevé la procureure générale de Michigan. Tout ce que nous peut souhaiter, c'est si ce programme aussi pouvait être institué en Afrique, au Bénin, pour réparer des erreurs judiciaires. S'inspirer des... Vous avez une affaire judiciaire là maintenant que vous s'inspirer des vécus qui ont marché dans d'autres pays pour les implanter aussi au Bénin, c'est aussi bon. On ne pourra pas dire que tous ceux qui sont en prison là sont en prison parce qu'ils doivent être en prison. Oui. Ah oui. Donc, et il faut que les affaires soient aussi bien traitées par nos hommes en noir. Imaginez que vous fassiez peut-être 3 ans en prison, or vous étiez juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est ce qu'il ne faut jamais souhaiter, même à son pire ennemi. Faites tout pour ne pas vous retrouver au mauvais moment et au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Je crois que j'ai fait bien la liaison. Au mauvais endroit. Il y a S à mauvais, donc endroit, c'est bon. Merci beaucoup Adonis Bohou pour ces informations. Il y en a une de triste, mais franchement, c'est aussi ça la vie. C'est aussi ça la vie. Pour le reste du temps qu'il a devant lui, je pense qu'il peut faire quelque chose. C'est comme le dit Alex Balogun, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. On peut être riche dans la tête. Je suis riche dans ma tête. Merci beaucoup Adonis Bohou et c'est votre rubrique qui referme l'émission de ce jour, le grand rendez-vous. Nous sommes presque à la fin. On ne va pas signer la fin sans avoir revu une fois la météo.
C'était un plateau féminin, encore une fois, par ma voix, Nadège Sonny pour le journal, Yasmine Damata, Nature et Bien-être, Fulgencia Rontondi, Autant Savoir et Marshall Betoro, Le Monde Agricole. Nous vous remercions donc de nous avoir suivis. Également la technique, Arnaud Tosset qui a fait le son. Ulrich, merci beaucoup pour la promptitude et pour la fidélité. Je n'oublie pas aussi de faire un clin d'œil à la caméra avec aux manettes Jules Kouekou. Je ne t'oublie pas, mon ami l'infographe ou l'infographiste. Nous sommes ensemble. C'est la fin de ce numéro de votre émission du soir sur BB24, le grand rendez-vous. C'est la fin. On vous souhaite de passer une très très belle soirée. On se retrouve demain si tout va bien avec le même plaisir. Au revoir.